C'est bon. Merci. Bonne conférence, Anaïs. Ben, merci beaucoup pour cette opportunité aujourd'hui. Donc, je suis très, très, très heureuse de pouvoir présenter devant vous. Donc, bien évidemment, je vais me présenter tout de suite. Je m'appelle Anaïs Beaupré, comme j'ai été bien présentée. Moi, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis ostéopathe. J'ai une maîtrise aussi à l'université en sciences cliniques. Donc, j'ai des intérêts vraiment marqués pour la douleur chronique, pour la prise en charge sécuritaire des patients qui ont des conditions chroniques. Et bien évidemment, je suis actuellement dans le développement de programmes universitaires en ostéopathie à l'Université du Québec à Montréal. Donc, j'ai une pratique clinique également. J'utilise donc toutes sortes de thérapies manuelles qui vont me permettre d'aider ou d'accompagner des patients qui présentent des douleurs chroniques, surtout musculo-squelettiques. Puis, ben, un peu comme on en parlait avant le début de la présentation, ben, c'est la Journée internationale de la fibromyalgie. Puis parmi mes différents patients que je vois régulièrement, j'ai plusieurs patients qui présentent des diagnostics de fibromyalgie. Et dans la plupart des cas, les douleurs musculo-squelettiques là, font vraiment partie là, des problématiques qu'ils vont vivre au jour le jour. Donc, à la lumière de tout ça, mon but aujourd'hui dans la présentation, c'était de vous outiller, de vous aider à prendre de meilleures décisions dans votre trajectoire de soins. Parce que bien évidemment, quand on vit avec des douleurs chroniques, ça peut mener, là, bien sûr, à des limitations de nos capacités, de nos activités de la vie quotidienne. Et on cherche, bien sûr, des réponses à travers différents thérapeutes. Souvent, on va se tourner vers des thérapeutes comme les physiothérapeutes, les ostéopathes, les chiropraticiens, même des massothérapeutes. Et bien évidemment, faire le choix du bon thérapeute peut devenir complexe à travers là, tous ces environnements cliniques-là. Et bien évidemment, il faut prendre un petit peu plus je dirais, de pouvoir par rapport aux différents éléments là, qui nous sont présentés. Donc aujourd'hui, ce que je voulais vous présenter, c'était un petit peu la diversité dans les approches de la gestion de la douleur musculo-squelettique. Donc euh, que vous ayez des douleurs musculo-squelettiques comme des lombalgies ou des cervicalgies, que vous ayez de la fibromyalgie ou toute autre pathologie qui peuvent apporter des douleurs au niveau de l'appareil musculo-squelettique, eh bien, il y a différentes approches du corps, médicales et paramédicales, qui peuvent être extrêmement intéressantes. On va également revisiter un petit peu là, les éléments de la douleur. La douleur, c'est une expérience qui est très subjective, qui est personnelle également, puis il y a beaucoup de facettes à ces douleurs-là, qui fait que chaque individu est un peu différent dans la façon d'exprimer de la douleur, de ressentir de la douleur et comment ces douleurs-là vont aussi avoir une influence sur notre vie quotidienne. Comment maintenir une communication aussi avec nos thérapeutes. Donc, si vous avez un thérapeute qui vous suit, que ce soit un masso, un physio, un ostéo ou tout autre thérapeute corporel, mais comment pouvoir aider ce thérapeute-là à vous aider? Parce qu'il n'y a pas une seule réponse à la prise en charge de la douleur chronique. Elle est multifactorielle. Donc, comme vous êtes les experts de votre corps, les experts de votre condition, bien évidemment, mais il faut accompagner les thérapeutes afin qu'ils puissent mieux choisir les plans de traitement qui sont le plus idéal en fait là, pour vous. Petite réflexion à partir de situations cliniques que j'ai mis, un peu de quelle façon vous répondriez à ces gens-là, de quelle manière on pourrait avancer sur une prise de décision concernant notamment ces situations plutôt cliniques, puis voir un peu les soins transparents aussi, donc comment choisir le bon thérapeute pour la bonne personne selon les différents facteurs qui influencent la douleur au fur et à mesure de nos journées ou en fait là, de notre environnement. Donc, bien évidemment, comme vous le savez tous, vous avez peut-être passé là, à travers différentes options hein, de thérapie dans la gestion de la douleur musculo-squelettique. Donc, on connaît très bien les approches médicales où on a bien évidemment des options, là, je dirais plutôt pharmacologiques, des options chirurgicales dans pour certains cas particuliers. On a les approches par le mouvement, les approches corporelles, les approches psychologiques et émotionnelles, des approches plus intégratives et des approches sociales et contextuelles. Alors, à travers toutes ces différentes approches de la douleur chronique, bien évidemment, moi, je me situe un peu plus au niveau des approches corporelles et des approches par le mouvement. Comme on le sait, en général, le mouvement et les approches corporelles qui incluent le toucher peuvent être des
quand même bonne piste de traitement ou de thérapie, mais les approches psychologiques et émotionnelles peuvent également être des approches à considérer. Bien évidemment, bon, on souhaite que les thérapeutes soient au courant là, de la diversité, bien sûr, des situations et des humains qui présentent de la douleur récurrente, de la douleur chronique, et en connaissant, là, bien évidemment, ces différentes réalités-là, ben, vont opter pour des soins qui sont centrés sur le patient. Et le patient, c'est qui? Ben, c'est vous. Et donc, quand on fait une approche centrée sur le patient comme thérapeute, comme moi qui est thérapeute, ben, c'est de mettre l'humain au centre des choix thérapeutiques qu'on va prendre. Et donc, mettre l'humain au centre des approches thérapeutiques, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire co-créer un plan de traitement avec les éléments que vous nous donnez. Donc, on n'a pas des mains magiques, on n'a pas des yeux magiques non plus. Donc, on ne ressent pas la douleur dans nos doigts, on ne ressent pas nécessairement les pathologies dans nos mains, mais par contre, votre histoire, votre vécu et votre expérience de ce que vous vivez, ben, c'est des choses qui sont extrêmement importantes pour nous afin de mieux décider ensemble, ben, comment on va pouvoir aller vers un plan de traitement qui est individualisé. Donc, bien sûr, dans les approches médicales et biomédicales standards, comme on voit en médecine, comme on voit avec la pharmacologie, donc les médicaments, par exemple, ben, on va essayer de trouver une cause physique à la douleur. Bien évidemment, parfois, il y a des causes physiques. Parfois, les causes physiques sont un petit peu plus floues. Donc, il y a des zones de gris où on n'est pas capable d'identifier de manière précise qu'est-ce qui se passe dans les tissus, que ce soit dans les articulations, que ce soit dans les muscles, qu'est-ce qui se passe réellement. Ça veut pas dire que la douleur est dans notre tête, ça ne veut pas dire non plus qu'il ne se passe rien dans notre corps, ça veut juste dire qu'on n'est pas suffisamment certain pour être capable d'identifier une cause, hein, une corrélation directe entre ce qui se passe dans votre corps et le ressenti que vous avez face à la douleur. En général, on va prendre en considération un modèle de soins qu'on appelle le modèle biopsychosocial. Ce modèle biopsychosocial doit prendre trois éléments en considération et tout thérapeute qui pratique avec des personnes qui vivent avec la douleur chronique devrait prendre en considération ces trois volets-là. On a le volet biologique, qui est le volet le plus standard, le volet qu'on a le plus l'habitude de faire, soit d'identifier les causes dans les tissus ou dans notre corps. Donc, on veut aller chercher, ben, est-ce qu'il y a de la douleur diffuse? À quel endroit? C'est quoi son intensité? Est-ce qu'il y a des problématiques connexes comme des troubles de sommeil, des sensibilités accrues à la lumière, au son? Est-ce qu'il y a des troubles de sommeil, des troubles alimentaires? Donc, ça, c'est les différents éléments qu'on va aller chercher d'un point de vue biologique. Donc, on va évaluer si le corps fonctionne bien ou s'il y a des problématiques. Donc, ça, au niveau médical, biomédical, sont relativement très bons avec ça. Il y a les aspects psychologiques et sociaux qui sont extrêmement importants dans l'expression de la douleur également. Donc, est-ce qu'on vit de l'isolement? Est-ce qu'on a du soutien social? Est-ce qu'on a un travail qui est plaisant? Est-ce qu'on a des difficultés relationnelles particulières? Et on a le volet psychologique sur est-ce qu'on vit du stress, de l'anxiété? Est-ce qu'on a des antécédents de troubles de santé mentale? Est-ce qu'on a aussi des comportements particuliers comme du catastrophisme, une faible estime de soi? Donc, est-ce qu'il existe des éléments psychologiques qui peuvent, de manière multifactorielle, expliquer l'expression de la douleur que l'on a? Et en général, ce modèle-là de soins que les thérapeutes doivent avoir, mais ils doivent évaluer chacune de ces facettes-là. Donc, évaluer l'aspect biologique, et c'est ce qu'un ostéopathe, un chiropraticien ou un physiothérapeute va faire, va analyser votre corps par des mouvements. Donc, il va venir vous toucher à différents endroits, va évaluer les amplitudes de mouvement de vos articulations, va venir palper aussi la tonicité de vos muscles. Donc, tous ces éléments-là, c'est des évaluations de type biologique. Va vous poser des questions également sur votre environnement immédiat pour aller voir le soutien social dont vous bénéficiez. Et pourrait vous poser des questions également sur votre statut psychologique. Comment vous vous sentez actuellement? Qu'est-ce que vous vivez? Est-ce que vous avez des difficultés particulières? Donc, tous ces éléments-là nous permettent à nous, les thérapeutes, de prendre une bonne décision
en termes de plan de traitement. Donc, est-ce que la thérapie manuelle est adaptée? Est-ce qu'on peut favoriser le mouvement par de l'accompagnement, par exemple, au niveau kinésiologique? Est-ce qu'on pourrait s'orienter un petit peu plus vers la médication, un peu moins vers la médication? Donc, tous ces éléments-là sont extrêmement importants, mais on a besoin, bien sûr, de votre vécu et de vos expériences et de tous ces éléments-là pour prendre des décisions, puis des décisions qui sont, bien sûr, appuyées avec vous par vos préférences, bien évidemment. Est-ce que vous avez des préférences de soins? Est-ce qu'il y a des choses qui ont déjà fonctionné? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné? Ce qui va nous permettre de naviguer un petit peu mieux dans les différentes approches qui sont disponibles pour les personnes qui vivent des douleurs musculo-squelettiques. Bien évidemment, c'est pas un one fits all, comme on dit au niveau du traitement. Pour une personne qui aurait un même diagnostic, une même intensité de douleur, il se pourrait qu'une prise en charge soit adaptée pour une personne et moins bien adaptée pour l'autre personne. Comme on le sait, l'humain est extrêmement complexe. Donc, bien évidemment, lorsqu'on opte pour des stratégies qui sont centrées sur le corps et le mouvement, on va opter pour de la thérapie manuelle. Moi, c'est un peu mon dada comme ostéopathe, donc c'est la thérapie manuelle qui est un peu le centre de mes plans de traitement, qui va utiliser des techniques de mouvement au niveau de votre corps pour essayer de restaurer en quelque sorte la fonction corporelle, augmenter aussi le bien-être, réduire la douleur et diminuer la sensibilité également aux différents stimulus qui nous entourent. On peut aussi combiner ça avec l'exercice thérapeutique où on va cibler différents mécanismes qui sont intrinsèques à notre corps pour augmenter votre force musculaire, augmenter votre mobilité, vous encourager à bouger parce qu'on sait que le mouvement, le sport, l'activité physique, ce sont quand même des très bons moyens alternatifs de pouvoir faire de l'autogestion de notre douleur. Faut-il savoir comment s'y prendre, bien sûr, pour faire ces différents exercices-là? Puis on retrouve beaucoup de thérapeutes, dont les kinésiologues, les thérapeutes du sport, qui peuvent nous aider, ainsi que les ostéopathes, bien sûr, vous aider à vous orienter vers des méthodes d'autogestion qui incluent les mouvements de votre corps. Puis là, ici, on dit mouvement, mais on n'a pas besoin de faire un marathon, on n'a pas besoin de faire des sports de contact ou des sports de combat. On a besoin, dans certains cas, de quelques étirements, prendre des marches, faire ce qu'on peut avec l'énergie qu'on a également pour stimuler nos propres mécanismes internes qui vont permettre notamment de contrôler l'intensité de la douleur. Et bien évidemment, il existe d'autres mécanismes proprioceptifs qui sont utilisés avec la thérapie manuelle comme en ostéopathie pour tenter d'aider avec la gestion de la douleur. Comme j'ai dit un petit peu précédemment, nos émotions, notre vécu, notre contexte de vie, puis nos expériences sont très importants dans l'évolution de nos douleurs, y compris les douleurs chroniques. Pour quelle raison? Puis encore une fois, c'est pas parce qu'on invente la douleur, ce n'est pas parce que la douleur, elle est nécessairement là, si elle vient pas du corps, elle vient nécessairement de la tête. C'est pas tout à fait vrai, dans le sens où les influences de notre contexte peuvent faire en sorte que la douleur peut osciller dans notre vie. Donc, on peut être plus sensible à différents stimulus de notre corps. Donc, on peut avoir des tiraillements, des raideurs musculaires qui, dans certains contextes de vie, vont être un petit peu inhibés par notre corps. Et à ce moment-là, on va avoir moins d'informations en provenance de notre corps. Dans certains contextes un peu plus difficiles, d'un point de vue social ou même psychologique, on peut se retrouver avec une intensité un peu plus grande de nos douleurs musculo-squelettiques. Donc, un peu comme n'importe qui, à la fin d'une longue journée de travail à l'ordinateur, va se mettre à avoir des douleurs au niveau des épaules ou de son cou, mais ça se peut que le stress de la journée, la fatigue de la journée ou les ruminations que la personne peut avoir peut intensifier la perception de la douleur qu'elle va avoir de ses raideurs, tandis que dans certains autres moments de la vie, comme durant les week-ends, durant les vacances, il se peut que les douleurs soient moins fortes, qu'on ait le même niveau de raideur. Donc, nos émotions, notre vécu, notre expérience, mais surtout notre contexte, peut aussi faire varier l'intensité de la douleur. Donc, c'est important d'y prêter une attention particulière pour essayer d'identifier, est-ce que j'ai des facteurs qui favorisent la perception de ma douleur? Est-ce que quand je suis plus stressée, la douleur augmente? Est-ce que quand je suis fatiguée, la douleur augmente? Est-ce que quand j'ai fait trop ou trop peu d'activité physique, cette douleur-là
Et ces facteurs-là, si vous êtes en mesure de pouvoir les identifier puis les communiquer à votre thérapeute, ça va nous aider aussi à mieux comprendre c'est quoi les stresseurs, c'est quoi les facteurs qui peuvent influencer le niveau de douleur que vous ressentez. Donc, tout le vécu personnel aussi peut être intéressant. Est-ce que vous avez eu des traumatismes physiques antérieurs? Est-ce que vous avez eu des chirurgies? Est-ce que vous avez bien guéri de certaines pathologies que vous avez eues dans le passé? Ou est-ce que la douleur s'est intensifiée dans le temps? Donc, toutes les expériences vécues par rapport à la douleur ou par rapport à des accidents ou par rapport à des traumatismes que vous avez vécus tout au long de votre vie peuvent avoir quand même une influence sur comment vous répondez actuellement à différentes limitations corporelles que vous avez. Et bien sûr, les approches qu'on dit souvent plus holistiques ou plus complémentaires peuvent, dans certaines situations, aider beaucoup. Parce que les approches holistiques, comme c'est le cas avec l'ostéopathie, la physiothérapie ou même la chiropratie, c'est des approches qu'on tente de d'amener de manière un peu plus globale, où on veut, comme le modèle que j'ai présenté tout à l'heure, le modèle biopsychosocial, on essaie de prendre en considération votre vécu, la biologie, hein, de comment votre corps est formé, comment il est fait. Et ensuite de ça, de prendre tous ces facteurs-là ensemble, puis d'y appliquer un plan de traitement qui est personnalisé, puis individualisé pour vous. Et bien sûr, on a besoin de votre opinion, vos vécus pour être capable d'intégrer ces différents éléments-là dans notre prise en charge. Bien sûr, ben, il faut toujours être très honnête et humble par rapport à la pratique et aux enjeux qui sont associés à la douleur chronique. Si on avait un remède contre la douleur chronique, ben, on le trouverait, puis on pourrait nécessairement vous donner une pilule, vous donner une chirurgie, vous donner un traitement pour pouvoir l'annihiler. Mais bien évidemment, jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé de traitement qui est complètement curatif. Ce qui veut dire qu'il y a de la thérapie pharmacologique, des thérapies corporelles, des thérapies alternatives et toutes ces thérapies-là ensemble ne subviennent pas à le fardeau, bien évidemment, de la douleur chronique. Donc, assurez-vous que vos thérapeutes aient un réel dialogue avec vous à savoir, ben, qu'est-ce qui peut arriver? Est-ce que oui, il peut y avoir une résolution de votre situation? Bien évidemment, mais dans certains cas, la résolution ne sera pas complète. Donc, il est possible qu'on ait des attentes ou des objectifs qui soient à la hauteur, bien sûr, de la capacité des thérapeutes à vous aider. Et le thérapeute, il est là pour vous accompagner vers le mieux-être, vers l'autogestion et être capable d'être complètement autonome par rapport à ça et ne pas dépendre continuellement d'une prise en charge thérapeutique ou de dépendre complètement non plus d'une autre thérapie qu'on pourrait retrouver. Donc, le dialogue que vous allez emprunter avec vos thérapeutes est extrêmement important. Faut discuter des objectifs de soins, il faut discuter des différentes alternatives de soins qui pourraient vous être proposées tout en étant vraiment honnête par rapport aux résultats thérapeutiques que l'on souhaite avoir. Donc, il faut parler de la douleur, parler de ce que vous vivez avec vos thérapeutes, mais sans promettre de solution miracle, parce que pour l'instant, ben, on n'en a pas de solution miracle. On aimerait vous dire que ben, on a un thérapeute qui a trouvé la façon de traiter toutes les douleurs chroniques, ce qui serait complètement faux de dire ça. Donc, pour faire le choix d'un bon thérapeute, ben, ayez ça à l'esprit. Essayez de faire attention à ces fausses promesses. Donc, il est important de ne pas offrir de solutions miracles pour la douleur, pour préserver votre confiance, parce que la plupart des personnes qui cherchent des réponses pour leur situation de douleur, ben, vont chercher une réponse simple, hein. On veut une thérapie qui fonctionne à 100%. On veut quelque chose qui nous enlève ce poids sur les épaules, mais bien évidemment, on ne peut pas y arriver seul et on ne peut pas y arriver en faisant des promesses à outrance. Donc, bien évidemment, quand vous cherchez des réponses à vos douleurs, ben, il faut être honnête dans la prise en charge puis dire que finalement, ben, c'est un travail qui se fait à deux, entre votre thérapeute, que ça soit un thérapeute en santé du mouvement ou en santé corporelle, ou des thérapeutes qui sont plutôt médicales ou paramédicales.
Il faut avoir une compréhension aussi réaliste de la douleur et de la situation du patient. Votre situation est importante, votre contexte socio-psychologique est également importante et ça va permettre de favoriser l'engagement. Puis l'engagement du patient, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Comme c'est un peu démontré dans la littérature scientifique, lorsque vous êtes engagé, quand vous êtes dynamique dans votre prise en charge et vous souhaitez pas être nécessairement passif dans cette prise en charge-là, mais le thérapeute aura beaucoup plus de succès avec vous que si on a un patient qui est plutôt passif. Donc, qu'est-ce que je veux dire par passif? Ça veut dire s'attendre à ce que le traitement fasse tout le travail, que finalement on est complètement euh, avec notre thérapeute à attendre l'efficacité d'un traitement. Bien évidemment, c'est en paire qu'on va pouvoir arriver à un engagement qui est complet au niveau de notre santé physique et intellectuelle. Il faut développer une relation de confiance aussi, autant le thérapeute envers vous et vice-versa, vous envers votre thérapeute. Cette relation-là, on l'appelle l'alliance thérapeutique. Et l'alliance thérapeutique, c'est vraiment un moteur qui est très, 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 très fort pour s'améliorer. Si avec votre thérapeute, qu'il soit massothérapeute, ostéopathe ou autre, mais vous faites vraiment là un travail d'équipe ensemble et vous faites mutuellement confiance, eh bien à ce moment-là, le succès thérapeutique sera beaucoup plus intéressant. Bien évidemment, le thérapeute va vouloir progresser graduellement à travers l'amélioration de certains objectifs de santé ou certains objectifs de capacité fonctionnelle. Mais il peut y avoir des régressions. Dans certains cas, vu le contexte, on peut vivre un deuil, on peut vivre la perte d'un travail, on pourrait perdre des amis, des membres de notre famille. Ben, il va y avoir des éléments qui sont plutôt liés au contexte de vie qui peut faire en sorte qu'on va régresser. Le fait qu'on régresse dans un plan thérapeutique ne veut pas dire que ce que l'on fait ne fonctionne pas. Ça démontre tout simplement qu'il existe des facteurs qui ne sont pas liés directement à notre corps ou directement à nous spécifiquement, mais qui sont dus à notre environnement externe. Et donc, en faisant confiance, en développant une alliance thérapeutique avec notre thérapeute, ça va nous permettre de passer ces moments de régression dans la douleur et aller vers quelque chose de positif, puis bien sûr, s'améliorer sur du long terme. Et les objectifs de prise en charge chez les personnes qui ont de la douleur chronique, ce sont des objectifs qui devraient se faire sur du plus long terme que de décider qu'un traitement, par exemple, permettrait d'améliorer ma douleur à 10 sur 10 pour qu'elle devienne 0 sur 10. Ça devient un objectif qui est un peu moins réaliste. Bien évidemment, je comprends qu'il peut y avoir des trajectoires de soins plus difficiles où il n'y a pas beaucoup de traitements qui fonctionnent, il n'y a pas beaucoup de thérapies qui fonctionnent. On peut devenir aussi un petit peu irrité par cette situation-là. Mais le thérapeute va tenter de vous accompagner, bien sûr, vers le meilleur plan de traitement. Comme thérapeute, il est aussi important de reconnaître nos limites puis de vous en faire part. C'est une question de transparence. Dans certains cas, on ne comprend pas toujours. C'est pas parce qu'on n'est pas bon, c'est pas parce qu'on n'essaye pas, c'est pas parce que on a d'autres choses de plus importantes à faire, mais c'est que dans certains cas, la douleur chronique, c'est des situations puis des processus qui sont extrêmement compliqués. Donc, il faut accepter comme patient, mais également comme thérapeute, accepter qu'il y ait de l'incertitude. Et c'est pas toujours facile à accepter d'un point de vue thérapeutique, mais d'un point de vue du patient aussi, qui aimerait avoir des réponses claires et précises. Qu'est-ce que j'ai réellement? J'ai très, très mal. Ça m'empêche de faire mes activités de la vie quotidienne. Et là, mon thérapeute me mentionne que c'est finalement un peu incertain mon diagnostic ou qu'on n'a pas de mots définitifs à appliquer sur ma condition. À ce moment-là, l'incertitude, faut pas qu'elle devienne une limite à l'avancement puis à l'amélioration de notre état, mais plutôt un moteur en disant, bon, ben, parfait, il y a de l'incertitude puis on va naviguer en équipe avec mon thérapeute à travers cette incertitude-là, puisque on le sait, ben, il existe des avancées scientifiques majeures dans le cadre de la douleur chronique. Comme on peut le voir, il y a plusieurs scientifiques, il y a plusieurs cliniciens qui travaillent sur ces éléments-là.
mais on n'a pas réponse à tout. Et on essaie de naviguer à travers cette incertitude. Je sais que ça peut créer parfois une certaine forme d'angoisse, de ne pas savoir qu'est-ce qu'on a, de ne pas avoir de nom sur les diagnostics, mais ça devient quand même, dans certains cas, un moteur pour dire, bon, on va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce qui se passe. Le dialogue honnête entre un thérapeute et son patient est également extrêmement important. Donc, c'est un espace de communication, puis je pense que la communication, puis l'ouverture qu'on peut avoir entre un thérapeute et son patient est vraiment la chose la plus importante. C'est encore plus importante que la thérapie. Si vous faites confiance, que vous avez un bon dialogue, que c'est une communication qui est ouverte entre le praticien et le patient, ça va vous permettre, vous, de vous exprimer, au thérapeute de vous avouer ses incertitudes, puis d'avancer d'un commun accord à travers, bien évidemment, cette journée thérapeutique-là. Et le plan de traitement, ben, c'est pas le thérapeute, il peut le choisir, le plan de traitement, mais pour que le plan de traitement soit le plus approprié, puis le plus individualisé ou personnalisé envers vous, ben, ça doit être une co-construction. Vous avez des choses que vous aimez, vous avez des choses que vous aimez moins, ben, il faut le mentionner. Si votre thérapeute, il vous touche les épaules, vous aimez pas ça, ou ça fait trop mal, ou le toucher est un peu agressant, dites-le. Il faut qu'on le sache, on ne peut pas le deviner. Et donc, le fait d'avoir une approche qui encourage cette collaboration-là, cette communication ouverte, va faire de vous des thérapeutes, en fait des patients partenaires envers vos thérapeutes. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Plus vous avez cette complicité avec votre thérapeute et plus ça va nous encourager à rechercher des plans de traitement qui sont le plus individualisés pour vous. Bien sûr, notre rôle à nous comme thérapeute, c'est de tenter d'avoir des explications le plus claires possible. Les explications que l'on va vous donner sur la compréhension de votre situation, ben ça va vous aider, vous, à mieux comprendre ce qui se passe avec votre corps, mieux comprendre les facteurs qui influencent la perception de votre douleur, puis d'évaluer aussi les risques ou les alternatives de traitement qui sont le plus appropriés pour vous. Donc, notre rôle comme thérapeute envers vous, c'est vraiment d'avoir une communication claire. Dites-nous-le si vous comprenez rien, c'est bien correct. Il va falloir recommencer puis rediriger cette communication-là jusqu'à ce que vous puissiez comprendre et c'est notre rôle de faire ça. L'évaluation des risques également. Donc, est-ce qu'il y a des risques à utiliser certains types de traitements en fonction de votre situation? Vous avez peut-être plusieurs pathologies concomitantes. Peut-être faites-vous de l'hypertension artérielle en plus d'avoir de la douleur chronique. Peut-être faites-vous du diabète en plus d'avoir des douleurs chroniques. Et il faut être au courant de ces éléments-là parce que ça nous permet d'être beaucoup plus précautionneux selon ce que vous avez comme situation. Vous présentez des alternatives. Moi, je le présente souvent. L'ostéopathie n'est pas la seule alternative, même que dans certaines situations, je trouve pas que c'est très approprié pour certains patients. Je vais donc pouvoir discuter des options qui s'offrent à eux et qui sont peut-être pas nécessairement en lien avec l'ostéopathie. Et toujours renforcer la collaboration, la confiance qu'on peut avoir entre nous dans une situation clinique particulière. Donc, bien évidemment, comment on tient une communication claire et respectueuse entre le patient et le thérapeute, ben, c'est le dialogue honnête sur la douleur. Donc, nous, on tente de vous comprendre et vous, vous tentez de nous expliquer votre situation. On veut aller explorer différents contextes, on veut aller reconnaître la complexité de votre situation. Ça se peut qu'on se partage des connaissances aussi. Votre réalité va nous permettre aussi de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, accepter aussi qu'il y ait de l'incertitude, prendre des décisions à deux, ce qui est très, très, très important. Et bien évidemment, communiquer. Communiquer est une des belles choses qu'on peut faire en tant qu'être humain, puis en tant que thérapeute et patient. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Si vous ne donnez pas beaucoup d'informations sur votre situation, bien, il se peut qu'il y ait des zones de gris ou des zones d'incompréhension, puis que les zones d'incertitude soient encore plus importantes. Donc, un peu comme j'ai dit précédemment, ben, il faut identifier vos besoins. Il faut également identifier
quels sont vos objectifs, essayez de trouver des objectifs qui sont réalistes, qui aussi sont spécifiques dans le temps. Donc, ça se peut que vos besoins soient pas nécessairement de faire disparaître votre douleur immédiatement, mais ça se peut que vos besoins soient en termes aussi de capacité fonctionnelle. Ben, depuis que vous avez de la douleur, vous marchez moins longtemps. Donc, vous pouvez pas aller marcher avec vos enfants, vos petits-enfants. Ça se peut qu'aller faire vos courses, c'est quelque chose qui était plus difficile qu'avant. Donc, on veut savoir quels sont vos objectifs dans votre contexte à vous pour qu'on puisse éventuellement trouver des moyens avec vous de vous amener à récupérer ces capacités-là au mieux, le plus rapidement possible. Donc, les besoins, essayez de voir si vous êtes en mesure d'identifier des choses dans la vie courante qui vous irritent, qui vous amènent à croire que vous perdez beaucoup de vos capacités, puis que c'est ces éléments-là sur lesquels vous voulez réellement travailler. La douleur, c'est une chose, elle peut être plus grande une journée, plus petite une autre journée. Donc, miser sur l'intensité de la douleur, c'est une chose, mais miser sur nos capacités de fonctionner dans la vie de tous les jours, c'est vraiment des objectifs qui sont encore beaucoup plus pertinents d'un point de vue des thérapies par le mouvement puis des thérapies par le corps, comme l'est l'ostéopathie, la massothérapie et toutes les autres. Bien évidemment, on voudrait que les patients de notre côté comme thérapeutes soient des patients qui sont très engagés dans leur prise en charge, qu'ils ont une autonomie, hein, donc des capacités d'autogestion qui sont encore plus importantes. On veut leur donner des trucs, des conseils pour pouvoir gérer la douleur et que ces conseils-là puissent être un petit peu explorés aussi de leur côté pour que l'adhésion du traitement se fasse bien. Donc, ça, c'est vraiment je dirais, les facteurs ou les situations gagnantes d'une prise en charge de la douleur chronique. C'est des patients qui sont engagés à explorer des fois des alternatives qui sont pas nécessairement toujours avec une personne qui les accompagne, qui développe un peu d'autonomie. Donc, c'est sûr que quand on a de la douleur, c'est un peu plus difficile, mais dans certains cas, c'est de s'arrêter un instant puis de dire, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant qui pourrait me faire du bien? Qu'est-ce qui pourrait être les mouvements que mon thérapeute m'a montré à tester dans certaines conditions? Et bien évidemment, tenter le plus possible de rester autonome. On a un réflexe un peu bizarre chez les humains qui est que quand on a beaucoup de douleurs ou quand on a certains types de douleurs, surtout les douleurs musculo-squelettiques, on a tendance à s'immobiliser et à s'isoler. Et donc, quand on a beaucoup de douleur, on ne sort très peu de la maison, on veut pas nécessairement bouger de peur que ça fasse encore plus mal. Et ben, en fait, la réalité de ce qu'on voit cliniquement, c'est que de bouger un petit peu et de sortir de la maison pour avoir des relations un peu plus sociales a des effets très positifs sur la douleur chronique, surtout de type musculo-squelettique. Donc, je sais que c'est contre-intuitif, mais d'imaginer que ben si j'ai plus mal qu'à l'habitude, peut-être que m'immobiliser serait pas la meilleure chose. Je vais tenter d'aller prendre une petite marche, qui est une stratégie d'autogestion et qui va me permettre d'explorer ben, est-ce que ça a fonctionné ou ça n'a pas fonctionné, d'identifier ces explorations-là je dirais, de techniques d'autogestion. Ça pourrait être aussi de la méditation pleine conscience, ça pourrait être, euh, dans certains cas, d'appeler un collègue, un membre de notre famille, un ami pour discuter par téléphone, d'aller prendre un café, de faire des relations un peu plus sociales pour identifier, ben, est-ce que quand je prends action sur ces éléments-là, est-ce que ça a une influence sur la perception de ma douleur? Puis ce qui est intéressant, ça pourrait être de noter ces éléments-là dans un petit calepin. Et ces notations-là sont extrêmement importantes pour les thérapeutes corporels parce qu'on peut identifier qu'est-ce que le patient a pu tester, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, puis quel était le contexte dans lequel s'est situé justement ces techniques d'autogestion-là pour pouvoir améliorer ce que le patient pourrait prendre comme action pour une prochaine situation dans laquelle il va se retrouver avec une douleur un peu là, complexe à traiter ou à prendre en charge.
Donc, bien évidemment, des personnes qui vivent avec la douleur physique musculo-squelettique, ben, il y en a de tous les genres, je dirais, toutes les complexités humaines sont possibles. Donc, il existe aussi des différences dans l'expression de la douleur qui sont en lien avec des éléments qui sont culturels, des éléments aussi éducationnels. Donc, il faut adapter, nous, comme cliniciens, ben, justement, ces prises en compte culturelles-là, ces prises en compte en lien avec la religion, avec également les aspects un peu plus linguistiques ou les sensibilités émotionnelles de tous, parce qu'on est tous des humains très complexes qui auront donc des caractéristiques qui sont aussi très diversifiées. Donc, la douleur, bon, on observe dans la littérature qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes. Il existe des différences d'expression de la douleur entre les différentes cultures, les différentes religions ou les différentes sensibilités émotionnelles à tous. Ça ne veut pas dire que la douleur n'est pas réelle, c'est juste qu'on doit s'adapter, nous, comme thérapeutes, et même nous, comme patients, quand on a de la douleur chronique, ben, les comportements qu'on va adopter, ben, peut-être qu'ils sont ancrés dans des éléments qui sont culturels ou qui sont aussi associés à notre éducation également. Donc, ce sont des éléments à prendre en considération. Donc, j'ai fait une petite étude de cas pour avoir un peu, je dirais, votre opinion là-dessus. Donc, c'est un patient que moi, j'ai déjà eu en clinique et je veux vous montrer comment on peut faire des erreurs comme clinicien avec des patients qui présentent des douleurs chroniques, puis comment on pourrait résoudre ces erreurs-là comme clinicien. Donc ici, j'ai Marie, qui est un nom fictif, bien évidemment, 42 ans. C'est une enseignante au secondaire, puis elle consulte parce qu'elle a une douleur dans son dos qui persiste depuis 4 ans. Donc, ça fait 4 ans qu'elle a mal dans le dos. Elle a vu plusieurs thérapeutes différents, puis à chaque fois, la douleur au dos ne se résorbe pas. Parfois, la douleur, elle irradie dans sa fesse. Donc, elle descend dans sa fesse, des fois à gauche, des fois à droite. Des fois, la douleur est à 6 sur 10, des fois, la douleur est à 8 sur 10, surtout dans des périodes de stress. Et elle dit à son thérapeute, et ça, c'est ses propres mots, ben, j'ai vu plusieurs professionnels. Chacun m'explique quelque chose de différent. Quelqu'un me dit que parfois c'est mon bassin qui est déplacé, l'autre me dit que c'est mon stress, l'autre me dit que c'est parce que c'est mon disque qui est usé, un me dit que c'est autre chose. Mais ce patient-là me dit, ben, j'aimerais juste savoir ce que j'ai vraiment. Et donc me pose cette fameuse question. J'ai eu plein d'explications de toutes sortes de thérapeutes. Je viens vers vous, je suis un peu confuse, il y a beaucoup d'incertitudes dans ma situation, mais je veux qu'on me dise une fois pour toutes ce que j'ai. La première chose que j'aurais fait moi comme thérapeute, c'est d'identifier que ben, il y a déjà une confusion en lien avec la situation de la patiente parce que plusieurs thérapeutes ont tenté des hypothèses, ils avaient des incertitudes et possiblement ils n'ont pas communiqué convenablement les incertitudes qui sont possibles chez ce patient-là. Donc, je dirais que l'erreur, c'est de rajouter un diagnostic par-dessus tout ça ou de rajouter une explication supplémentaire. On voit bien que les explications qui sont biologiques ici ne suffisent pas à expliquer ce que Madame Marie ici présente comme mal de dos. Donc, bien évidemment, dire, bon, ben là, on a eu plusieurs hypothèses de plusieurs thérapeutes différents, puis peut-être que de rajouter ma propre hypothèse, moi, comme thérapeute, en plus de ces choses-là, ça va créer encore plus de confusion. Est-ce que ça va être vraiment aidant? Probablement que non. À la suite de tout ça, ben, comme thérapeute, je pense que c'est d'adresser la situation, d'être honnête face à la situation, puis de dire, ben là, vous avez vu plein de très bons thérapeutes qui ont posé des hypothèses. Ces hypothèses-là restent avec une certaine forme d'incertitude, puis je pense qu'actuellement, ce qu'on vit, c'est de la douleur chronique. C'est une douleur chronique qui n'a peut-être pas de cause physique pure et précise. Donc, on va naviguer un petit peu dans le néant jusqu'à ce qu'on teste certains éléments qui vont permettre de gérer ces poussées de douleur ou ces inconforts ou ces changements de positionnement de la douleur sur le corps en tentant certaines prises en charge qui sont un petit peu plus globales que spécifiques. Parce que peut-être plusieurs thérapeutes ont tenté la spécificité des traitements et le tout n'a pas fonctionné. Donc, on va y aller sur une prise en charge de type exercice,
activité physique, thérapie manuelle. On va venir de manière un peu plus multimodale, tenter de gérer des symptômes plutôt que d'identifier des hypothèses qui peuvent produire une confusion très importante chez le patient. On peut le voir ici avec ce petit cas-là. Elle veut juste savoir ce qu'elle a vraiment parce qu'elle est confuse par rapport à toutes les hypothèses que les autres thérapeutes ont bien identifiées. Donc, peut-être que tous ces éléments-là existent en même temps chez le patient, mais il n'y a pas de diagnostic. La réalité étant que c'est la douleur chronique qui est la situation clinique du patient. Donc, cette petite vignette clinique que je vous ai présentée, ben, elle démontre plusieurs choses. Elle présente qu'il y a une variabilité interindividuelle dans la douleur. Donc, dans votre situation à vous, est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes une femme? Est-ce que vous avez eu des traumas? Est-ce que vous avez eu des chirurgies? C'est quoi votre état de santé? Est-ce que vous avez des comorbidités? Tous ces éléments-là sont des caractéristiques et des facteurs qui peuvent faire osciller le vécu de votre douleur. Il y a des facteurs physiques qui peuvent aussi jouer des rôles majeurs dans certains cas par rapport à la perception et à l'intensité de la douleur. Donc, est-ce qu'on est jeune? Est-ce qu'on est plus âgé? Est-ce qu'on a eu plusieurs accidents considérables qui ont pu faire évoluer notre perception de la douleur? Puis on a l'impact psychologique et social qui est beaucoup plus fort qu'on le croit dans certaines situations. Puis encore une fois, je préfère le dire, c'est pas que la douleur est dans notre tête, mais que notre stress, notre manque de sommeil, les difficultés relationnelles que l'on peut vivre au jour le jour influencent la façon dont on va percevoir les signaux de notre corps. Et il faut en être conscient, puis il faut les noter pour être capable de les anticiper. Quand on est capable d'expliquer qu'une poussée de douleur dans une certaine période, ben, est apportée par un stress parce que j'ai un déménagement, un deuil ou une perte d'emploi, ben, au moins on comprend mieux pour quelles raisons on a ces poussées de douleur-là. C'est pas agréable, mais on peut utiliser des techniques d'autogestion dans certaines situations en se disant, au moins je comprends que ma douleur actuellement, elle est présente, elle est plus forte que l'habitude parce que je vis quelque chose de plus difficile et mon corps devient plus sensible à son environnement quand je vis ces difficultés-là. Donc, le fait d'en être conscient va expliquer beaucoup mieux comment on réagit à notre contexte et de noter ces éléments-là pour vous, pour votre thérapeute, ça vous permet d'évoluer dans votre trajectoire de soins comme patient, patient partenaire que j'aime appeler. Donc, votre participation collaborative dans vos options de soins comme patient, c'est vraiment un déterminant excessivement important pour la réussite des soins. Il faut participer de manière active, essayer des choses, oser essayer parfois certaines choses qui permettent d'explorer les options puis voir que ça peut fonctionner ou pas, puis se laisser le bénéfice du doute dans certaines situations. Donc, cette participation active des patients nous permet, nous, comme thérapeutes, vraiment d'évoluer dans une trajectoire de soins qui est beaucoup plus linéaire, qui est beaucoup moins, qui engendre beaucoup moins d'obstacles au final que des participations qui sont un petit peu plus passives. Puis le fait d'avoir une participation active ou plutôt passive, ça ne veut rien dire sur votre motivation, ça ne veut rien dire sur l'intensité de la douleur que vous vivez. C'est vraiment la prise d'action que vous allez avoir avec votre thérapeute qui va permettre d'améliorer de manière considérable, bien sûr, l'effet de la thérapie, puis même l'alliance que vous allez pouvoir créer avec vos thérapeutes. Reconnaître l'incertitude, mais surtout pour nous, la reconnaître comme thérapeute, mais pour vous, c'est d'accepter l'incertitude, d'accepter que dans certains cas, on ne comprendra pas tous les détails de votre situation, sans bien évidemment
le travail d'alliance et de communication que vous allez faire avec votre thérapeute. Donc, l'incertitude, ça fait partie, l'incertitude clinique fait partie de la réalité d'un thérapeute. Bien évidemment, un médecin, un physiothérapeute ou n'importe quel thérapeute va travailler très fort durant ses études, va prendre des années d'expérience pour essayer de diminuer l'incertitude, mais il ne pourra jamais l'empêcher. Donc, il y aura toujours des incertitudes, des situations qui sont un peu hors de l'ordinaire, qui sont pas nécessairement stéréotypées par rapport à certains patients qu'ils ont vus, et admettre que ces inconnus-là, ils sont présents et qu'on peut communiquer, être transparent, puis travailler ensemble pour pouvoir penser par-dessus ces différents éléments-là. Donc, si on veut faire une belle collaboration entre les thérapeutes, même les chercheurs à un certain point, et vous comme patient partenaire, bon, on veut que de la nuance et de la transparence dans les soins. Puis pour ça, bon, on a besoin de vous. On a besoin de comprendre votre réalité. On a besoin de dialoguer avec vous. On a besoin de discuter des différents choix qui s'offrent, de décider ensemble et d'agir avec sens et cohérence pour vous, bien évidemment, pour que c'est pas juste le thérapeute qui choisit qu'est-ce qui est le meilleur pour vous, mais c'est une décision que vous allez prendre avec ce thérapeute-là. Et bien évidemment, nous, nos responsabilités, c'est d'être sécuritaire avec vous, respecter votre dignité, faire des choix éthiques par rapport aux soins. Ça, bien évidemment, on a tout ça à l'arrière-pensée quand on vous reçoit dans nos bureaux puis qu'on essaie de faire sens dans la prise de décision clinique que l'on va prendre avec vous. Autre responsabilité de notre part, c'est aussi s'appuyer sur les connaissances scientifiques disponibles, donc appuyer sur les données dans la littérature. Les données scientifiques entourant de la douleur chronique sont foisonnantes. Il y en a beaucoup. On s'attarde énormément à essayer de mieux comprendre ce mécanisme-là et ces processus-là. Nos connaissances évoluent, donc il se peut qu'un thérapeute, il y a 10 ans, qu'il a gradué il y a 10 ans, n'avait pas les mêmes connaissances il y a 10 ans qu'il a les connaissances aujourd'hui parce qu'on a beaucoup évolué dans ce domaine-là. Éventuellement, on se met à jour comme thérapeute, puis ensuite de ça, on tente d'adapter avec le plus de spécificité possible aux individus qui viennent nous voir, aux différents patients qui viennent nous voir. Et c'est pour ça que moi, j'adore ma pratique avec des patients qui souffrent de douleur parce que chaque patient est différent, le plan est différent, les relations avec ces patients-là sont également très différentes. Et donc, ça fait en sorte que c'est très, très, très stimulant. C'est des défis au quotidien pour moi, puis c'est aussi des défis au quotidien pour mes différents patients. Mais on y arrive parce on se crée une équipe ensemble et c'est, je pense, qui est le plus important à faire entre un patient partenaire et non plus le patient passif comme on pensait autrefois. J'arrive dans le bureau, je me couche sur une table et j'attends que mon traitement passe. Ce n'est plus vraiment ce qui permet de prendre en charge de manière individualisée la douleur. Et donc, le phénomène du patient partenaire, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et donc, j'aimerais que vous partiez avec je dirais, un peu plus ce message-là, c'est de dire prenez action pour devenir les meilleurs patients partenaires pour vos thérapeutes. Prenez soin de communiquer tout ce que vous pensez pertinent par rapport à votre contexte et votre situation. Exprimez votre vécu, exprimez votre contexte pour qu'on puisse bien prendre en charge ces différents éléments-là. Et comme on l'a dit, le modèle de soins biopsychosocial, il faut arrêter d'axer uniquement sur le biologique et sur le corps, mais il faut aussi prendre en considération que les caractéristiques psychologiques et sociales de tous un chacun ont une influence sur l'expérience qu'on peut avoir dans notre corps et autour de notre environnement et de le prendre en considération, bien évidemment. Donc, je passe vite, vite à la conclusion. Donc, j'amène tous les thérapeutes, bien sûr, à travailler avec des personnes qui souffrent de douleurs chroniques, à avoir des approches plus nuancées, puis d'admettre leurs incertitudes et de discuter de ces incertitudes-là avec les patients. Ça va nous permettre de nous mettre sur un même point d'égalité, avoir une communication qui est honnête et transparente. Et pour les patients, avoir une action de patient partenaire, de créer une collaboration beaucoup plus étroite et qui va permettre de
d'avoir des résultats cliniques qui sont beaucoup plus significatifs par rapport à ça. Et donc, bien évidemment, ce n'est pas si simple que ça, la douleur chronique. C'est une question de plusieurs enjeux, mais il faut avoir une bonne idée de ce que l'enjeu puisse être pour chacun d'entre vous. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je vais peut-être cesser le partage. On a quand même un peu de temps là, pour les questions. Donc, je ne sais pas, Cindy, si toi, tu avais des questions dans le chat que tu avais identifiées. Sinon, je peux y aller à main levée. Oui, j'avais deux questions dans le chat que j'ai pris de côté. Je vais la poser. Tout d'abord, je vais arrêter l'enregistrement pour le Parfait. côté questions.